Alors, parmi les personnes connectées, est-ce que certains d'entre vous connaissent le cabinet Pépite d'expertise comptable? Non, Non? non, je connais pas. D'accord, Non. ça va pas du tout. C'était pas la bonne réponse à donner. À bientôt. Oui, oui, bien sûr, on connaît, on connaît. Ouais, maintenant que vous le dites. Karine, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur le cabinet Pépite si tu as envie? Euh, ouais, On pourquoi attend pas. Florent. Je ne sais pas où est Florent. Mais je sais pas, je crois qu'il est en ligne avec quelqu'un. Ouais, je sais pas, il va pas tarder, je pense, hein. Il va pas tarder. C'est un meilleur porte-parole que moi, mais on peut aussi dire quelques mots sur le cabinet. Nous, on a un cabinet, on est situé sur Nice, on y est 5, on est spécialisé dans tout ce qui est freelance, indépendant, voilà, tout ce qui est consultant, ce genre d'activité. On travaille avec une application en ligne qui s'appelle Time. En fait, on fonctionne un peu, enfin, on est un peu entre le cabinet humain et le cabinet digital, on va dire. Donc cette application, elle sert bien évidemment aux chefs d'entreprise à suivre ça au quotidien et nous à faire tout ce qu'il y a à faire, des déclarations, tout ça au niveau de la comptabilité. Voilà, dans les grandes lignes, la présentation. Super. Et juste Catherine, n'importe quoi. Karine, j'ajouterais que vous organisez souvent donc des visios. Oui, beaucoup de webinaires, ouais. Voilà, ouais, des webinars et sur des thématiques diverses et variées. Ça peut être du social selling, les 5 conseils pour faire votre bilan, de la RGPD, comment choisir son statut juridique, le calendrier fiscal social de l'indépendant, Ouais. comment créer votre entreprise gratuitement, les micro-entreprises, dépassement des seuils, quoi faire, une semaine pour créer sa boîte, c'est possible, quel est le rôle de l'expert comptable, SAS, VS, SARL. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de thématiques qui sont abordées. Et je me suis permise de vous mettre donc dans le chat. Vous avez le lien pour accéder directement à tous ces webinaires qui sont gratuits. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des webinaires gratuits, Karine? Oui, oui, bien sûr. Voilà. N'importe qui en fait peut s'inscrire et après ils reçoivent un lien le jour du webinaire et ils se connectent et donc ils assistent. C'est un peu comme Zoom, quoi. C'est un peu le même principe, il y a un chat. C'est juste que la seule différence, c'est que les personnes, on ne voit pas leur caméra. On voit que la personne qui présente, quoi. Mais sinon, ouais, après, on peut intervenir des personnes qui sont spécialisées aussi dans un peu toutes les thématiques qu'on aborde, quoi. D'accord. Bon, donc je vous ai mis le lien. Il y a Florent qui vient de nous rejoindre aussi. Donc Florent, on a juste fait une présentation rapide de Pépite. Super. Et, bonjour à tous. Bonjour. Et on a mis le lien donc, des prochaines visios qu'organise Pépite dans le chat. Voilà. Vous souhaitez aller voir le programme complet et vous inscrire, c'est avec grand plaisir. Hop. Alors, il est 14h29. On va juste revenir rapidement sur le déroulé de l'intervention. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Karine qui va nous faire donc une présentation sur la thématique, donc Karine Fossati, sur la thématique indépendant freelance, comment faire face au Covid-19. Et nous avons Florent en parallèle qui, lui, pourra répondre à toutes vos questions via le chat que vous avez sur le côté. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et Florent pourra vous répondre. Ou bien vous écrivez les… Alors, ce qui est pas mal, c'est peut-être d'écrire les questions à tout le monde. Comme ça, peut-être que 2 ou 3 personnes auront la même question et ça permettra de faire une réponse commune. Donc, voilà. Donc, du coup, vous avez un intervenant à l'écrit et un intervenant à l'oral. Vous êtes vraiment des privilégiés. Et puis ensuite, Florent se permettra de couper s'il estime que c'est utile, Karine, de temps en temps, pour évoquer peut-être des questions qui reviendraient ou des choses qui semblent vraiment d'ordre d'intérêt général et qu'on puisse le partager à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai oublié des éléments. Florent, Karine? Non, je pense pas. Non. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de
de vous recevoir et on a hâte donc de vous écouter pour en apprendre davantage. Merci, c'est gentil. Merci à vous de nous recevoir aussi. Et juste un dernier point, donc il y a une présentation qui va être diffusée et on pourra sans souci vous la transmettre par mail ou même pouvoir la mettre aussi en libre accès sur le site de l'UPE 06. Donc voilà, je sais que la question revient souvent concernant la présentation. Donc d'office, on vous coupera les micros pour tout le monde. N'hésitez pas hein, s'il y a besoin à prendre la parole, mais c'est juste pour pas qu'on entende les bruits de fond chez chacun. Karine, je te laisse démarrer quand tu le souhaites. On est à 30 participants, il y avait une cinquantaine d'inscrits. Je ne sais pas si tu souhaites attendre encore un peu. C'est comme vous voulez. Je sais pas, je pense qu'on va démarrer et puis on attend encore 5 minutes pour les retardataires. Allez. On démarre à 35. Florent, est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose par rapport au cabinet Pépite? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un autre cabinet Du coup, oui, ça va faire venir les gens. Donc, du coup, Pépite, on est un cabinet d'expertise comptable spécialisé sur les consultants et les freelances. Et on a une très grande force, c'est la création d'entreprises et le conseil à la création d'entreprises. Pépite, c'est également un cabinet, on va dire 3.0. C'est-à-dire qu'on essaye de dépoussiérer l'expertise comptable par notre fonctionnement. Nous, on met à disposition de l'intégralité de nos clients des applications mobiles et une interface web qui leur permettent d'échanger avec le cabinet, qui leur permettent de gérer leurs documents type facture d'achat, facturette, etc. Et qui leur permettent également de facturer leurs clients. Ce qui fait que finalement, il n'y a plus besoin de se déplacer tous les mois pour venir déposer une enveloppe de facture ou d'autres points qui nous permettent également d'anticiper un petit peu la production d'éléments comptables et finalement d'être plus performants que le cabinet d'expertise comptable avec un fonctionnement un petit peu à l'ancienne. Ça nous permet également aujourd'hui d'être complètement en télétravail et d'avoir quasiment fini notre période fiscale, d'avoir rendu tous nos bilans alors qu'on sait qu'on a des confrères qui souffrent. D'ailleurs, on les salue bien fort. Donc voilà, on fait partie de cette nouvelle mouvance et on essaie de l'accélérer, des nouveaux cabinets d'expertise comptable modernes et connectés finalement. Écoute Florent, je pense que ça a marché. On a une quarantaine de participants, c'est bon. Ouais, je te l'avais dit. Je pense que du coup, on peut y aller. Bon, allez, on attaque. Alors, juste, je partage l'écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ouais. Alors, peut-être je vais masquer là je suppose que vous devez le voir aussi. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler des mesures qui ont été mises en place pour les entreprises suite donc forcément au coronavirus. Donc, nous, c'est Pépite, donc on est, comme disait Florent, un cabinet d'expertise comptable. Et donc, on va essayer d'un peu rassembler tout ce qui a été mis en place. Donc, on va parler tout d'abord des échéances qui ont été décalées. Ensuite, on verra tous les financements qui ont été mis en place afin d'aider au maximum les entreprises au niveau notamment de la trésorerie. Et enfin, on verra toutes les aides directes. Donc, tout d'abord, pour les échéances. Donc, les échéances fiscales, alors il y en a certaines qui ont été décalées, donc, notamment les acomptes d'impôts sur les sociétés. Donc, il y en avait un au 15 mars. Donc, bon, maintenant, je sais qu'on est en avril, donc c'est un peu passé, mais donc il avait été possible de soit reporter cette échéance donc, de 3 mois, soit de demander le remboursement directement à la banque si l'échéance avait été prélevée. Ça, c'est un des premiers points qui a été mis en place par le SIE, par le service des impôts. Ensuite, il y avait tout ce qui est taxe sur les salaires. Également, c'était possible de reporter de 3 mois cette échéance du 15 mars. Et enfin, pour tout ce qui est CFE et taxes foncières, ça, pour tous ceux qui sont mensualisés, donc chaque mois, pour certains, il y a la CFE qui est prélevée, c'est possible de suspendre l'échéance directement en allant sur votre espace impôts.gouv et en demandant à suspendre l'échéancier. Et donc, dans ce cas-là, ils vont arrêter de prélever tous les mois et donc ce sera prélevé à la fin de l'année, au mois de décembre, les échéances qui restaient à prélever.
Donc ça, c'est pour tout ce qui a été décalé en termes d'échéance. C'est pas annulé, mais bon, c'est décalé. Ensuite, on a certaines échéances qui ont quand même été maintenues. Donc, il y a les soldes d'impôts sociétés. Donc, pour tous ceux qui rendent notamment leur bilan là, au 31 décembre, l'échéance pour payer l'impôt société, elle est au 15 mai. Donc, pour l'instant, celle-là, elle a été maintenue. Il n'y a pas de reports qui ont été prévus. Il y a un peu des mesures d'assouplissement qui ont été mises en place, notamment parce que les cabinets, du coup, ont un peu de mal forcément à rendre tous les biens dans les temps et dans les délais. Donc, elle a été, pour certains, il est possible en fait de payer ce solde d'impôt société au 30 juin, voilà, au lieu du 15 mai. Mais sinon, il faudra quand même le payer. Il n'y a pas de décalage supplémentaire qui a été prévu à ce niveau-là. Ensuite, pour tout ce qui est TVA, c'est également maintenu. Donc, les sociétés doivent quand même payer leur TVA. Donc, on sait que pour certains, c'est quand même compliqué, malgré tout, de payer les TVA quand il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, aucune mesure n'est prévue, mais bon, il est quand même possible de demander un étalement auprès du service des impôts pour la payer en plusieurs fois, pour essayer d'étaler, on va dire, ce paiement. On voit pour toutes les échéances fiscales. Ensuite, les échéances sociales. Donc, au niveau des échéances sociales, elles ont été suspendues. Donc, pour tous les indépendants, travailleurs non salariés, l'URSSAF a suspendu toutes ces échéances à partir du début du confinement. Donc, celle du 20 mars, celle du 5 avril et celle du 20 avril, elles ont été suspendues. Donc, il n'y a aucun prélèvement qui n'a été fait à ce niveau-là. Et elles ont été du coup reportées normalement sur les prochaines échéances à venir au cours de l'année 2020. Donc, il y a ça. Et au niveau des caisses de retraite, également, elles ont été suspendues. Donc, la majorité des caisses de retraite des professions libérales ont également suspendu leurs échéances. Donc, tout ce qui est, par exemple, Carpinco, la CIPAV. Après, je pour en citer juste deux, mais elles aussi ont joué le jeu et ont suspendu les échéances pour les étaler sur les futures échéances à venir au cours de l'année 2020. Pour les assimilés salariés et les employeurs, donc ça, c'est toutes les échéances de cotisation URSSAF, donc pour les salariés. Elles ont également été, c'est pas vraiment suspendues, mais il est possible de les reporter. Donc en mars, l'échéance du 15 mars, c'était possible de reporter cette échéance et de ne pas payer les cotisations au 15 mars pour l'URSSAF. C'est également possible au 15 avril, enfin au 16 avril, de ne pas la payer. Et au niveau des caisses de retraite également, c'était possible de du coup ne pas payer ses cotisations sociales et de les reporter. Là aussi, c'est un report de 3 mois. Donc, pour laisser un peu on va dire, un peu d'air au niveau de la trésorerie des sociétés à ce niveau-là. Pour tout ce qui est, par contre, prévoyance et mutuelle, alors chaque caisse a un peu mis en place ses mesures propres, mais il est quand même conseillé aux employeurs de les payer parce que du coup, on peut en avoir besoin. La mutuelle, forcément, on peut en avoir besoin si on a des soucis de santé notamment, et aussi la prévoyance, si on a un arrêt maladie, par exemple, elle peut compléter les indemnités de la Sécu. Donc, il est quand même conseillé d'essayer de payer ces échéances-là de cotisation sociale. Donc voilà pour tout ce qui est échéance sociale. Ensuite, nous allons voir l'impôt sur le revenu. Donc, au niveau de l'impôt sur le revenu, donc pour les indépendants, ils seront tous prélevés à la source avec des acomptes qui sont payés tous les mois et qui sont prélevés sur leur compte personnel. Donc tout ça, c'est géré au niveau de l'espace particulier impôt.gouv. Donc il est possible de reporter les échéances mensuelles de prélèvement à la source sur donc, le site impôt.gouv avec un maximum du coup 3 reports dans l'année. Donc il est possible de décaler 3 échéances qui seront ensuite payées dans 3 mois chacune, en plus de l'échéance du mois en cours. Il est aussi possible d'ajuster le revenu. Donc, sur l'espace en ligne, il est possible d'ajuster le revenu mensuel à la baisse. Mais bon, du coup, il faudra faire attention quand tout va revenir à la normale, de réajuster le revenu mensuel du gérant peut-être à la hausse pour éviter du coup des régularisations importantes de prélèvement à la source qui pourraient intervenir du coup l'année suivante.
Au niveau des assimilés salariés, le prélèvement à la source, il est payé, il est prélevé, on va dire, sur le bulletin de salaire. Là, il n'y a pas de report qui a été prévu à ce niveau-là. Donc, il faut continuer à payer le prélèvement à la source sur les bulletins de salaire. Donc, pour tous les présidents, notamment salariés, il n'y a pas de report qui est prévu à ce niveau-là pour le prélèvement à la source. Voilà pour tout ce qui est impôt sur le revenu. Ensuite, il y a donc les fournisseurs. Donc la question du loyer, notamment, qui a beaucoup été, qui avait été annoncée par le gouvernement. Ils ont essayé de mettre en place quelques mesures, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous arrêtez de payer votre loyer, normalement, il n'y a pas de rupture du bail qui sera faite. Donc, votre bail, quand même, continuera. Malgré tout, il n'y aura pas de pénalité si vous décidez de ne pas payer le loyer. Donc ça, c'est ce que disait le gouvernement. Mais il y a quand même un petit couac, c'est-à-dire que malgré tout, le bailleur pourrait quand même venir vous poursuivre et vous réclamer le paiement de ses loyers. Donc c'est quand même vu que c'est entre particuliers, c'est un peu dur pour le gouvernement de mettre en place une mesure et de la faire respecter, sachant que les propriétaires ont eux aussi besoin que leurs locataires payent des loyers. Donc, bon, après, il faut essayer, c'est toujours un peu la même chose d'avoir une attitude un peu consensuelle, d'essayer de négocier un peu avec le bailleur pour essayer de trouver un moyen qui satisferait un peu tout le monde au niveau du loyer. Pour tout ce qui est eau, électricité, c'est un peu le même principe. Donc, il n'y aura pas si vous ne payez pas vos échéances d'eau et d'électricité, il n'y a pas de suspension. On ne va pas vous couper l'eau ni l'électricité. Mais là encore, il faut quand même essayer de trouver un arrangement, si possible, avec toutes les compagnies d'eau et d'électricité pour éventuellement reporter le paiement de ces factures, en tout cas des prélèvements mensuels. Pour tous les autres fournisseurs, bien évidemment, il est demandé d'honorer au maximum le paiement tant que ça ne met pas en danger, bien évidemment, la société. Parce que, bien évidemment, on est tous le fournisseur de quelqu'un d'autre. Donc, si tout le monde arrête de payer tout le monde, on court un peu à la catastrophe, entre guillemets, parce que c'est… Voilà. Donc, en bref, adopter une attitude du coup, consensuelle est quand même préférable. Donc, essayer de payer tant qu'on le peut, bien évidemment, et essayer de trouver des arrangements et pas arrêter de payer tout d'un coup parce que sinon tout le monde va se retrouver en difficulté à ce niveau-là. Voilà pour tout ce qui était du coup échéance, les reports d'échéance et pour l'instant pas d'annulation. Comme vous pouvez le voir, c'est tout des reports d'échéance. Alors ça a été un peu suggéré par le gouvernement, mais pour l'instant aucune mesure à ce niveau-là a été mise en place pour annuler éventuellement certaines échéances pour les restaurateurs. Tout ça, on attend la sortie des décrets. Donc ensuite, nous allons parler du coup du financement. Donc, il est possible, donc bien sûr, pour les entreprises de se faire financer et donc la BPI joue un rôle important dans toutes ces mesures de financement. Donc la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Donc c'est une banque qui est chargée de soutenir le financement et la croissance des entreprises en France. On en entend beaucoup parler pour tout ce qui est financement des entreprises innovantes, mais elle finance aussi la croissance d'autres activités et d'autres sociétés qui ne sont pas forcément des sociétés innovantes. Et donc là, elle intervient à plusieurs niveaux afin de soutenir un peu l'économie à ce niveau-là. Il faut savoir que c'est quand même une banque qui est détenue par l'État et par la Caisse des dépôts et consignations, notamment. Donc, voilà pour la BPI. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis en place? Elle a mis en place donc, le prêt garanti par l'État. Donc, ça, c'est une mesure phare dont on entend beaucoup parler. Et en tout cas, beaucoup de personnes font appel à ce prêt. Donc, en fait, c'est un financement qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Ou si la société a été créée après le 1er janvier, on va se baser sur la masse salariale. Donc, si une société a été créée, par contre, après le 1er janvier 2019 et qu'elle n'a pas de masse salariale, elle peut quand même bénéficier de ce prêt garanti par l'État. Et dans ce cas-là, un calcul sera fait sur le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019. Et donc, il faut retenir que c'est maximum 25% du chiffre d'affaires.
c'est ouvert à toutes les sociétés. Donc, avec donc un différé de 12 mois. Donc, le gros avantage, c'est que pendant 12 mois, vous n'allez pas rembourser votre emprunt. Et au terme de ces 12 mois, vous allez commencer à le rembourser. Donc, vous choisirez de rembourser soit sur 1 an, soit sur 5 ans le montant du prêt. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez avantageux. Ça permet d'avoir de la trésorerie tout de suite et de le rembourser que dans 1 an. Bon, après, ça reste quand même un emprunt. Donc, il faut toujours garder à l'esprit qu'il faudra quand même le rembourser. Mais cet emprunt est garanti quand même à hauteur de 90% par l'État. Donc, normalement, les attributions de prêts garantis par l'État ne devraient pas en tout cas poser de gros soucis à ce niveau-là, au niveau en tout cas des garanties. Voilà pour le prêt garanti par l'État, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ensuite, comme autre mesure de la BPI, donc elle garantit aussi des découverts, jusqu'à 90% des découverts si la banque confirme sur 12 à 18 mois ce découvert. Il y a aussi le prêt à tout qui a été mis en place par la BPI et qui donc permet un différé de remboursement. Donc après, c'est un prêt également à moyen terme sans garantie. Donc, c'est entre 3 et 5 ans la durée, avec un différé aussi de 12 mois. Et il peut être entre 50 000 et 5 millions d'euros. Donc, si par exemple une société a un chiffre d'affaires qui est un peu bas par rapport aux 25% de prêts garantis par l'État, elle peut peut-être plutôt faire appel à ce prêt à tout pour obtenir un plus gros montant d'emprunt pour faire face à sa trésorerie. Il faut avoir un bilan de minimum 12 mois pour avoir du coup ce prêt à tout. Donc ça, c'est une autre possibilité afin de se faire financer sa trésorerie. Il y a aussi la possibilité de mobiliser des factures clients, donc en créant des lignes d'affacturage et des crédits de trésorerie pour du coup aller jusqu'à 130% des volumes mobilisés. Et il y a ensuite, au niveau du coup des financements, donc la BPI a automatiquement suspendu toutes ses échéances d'emprunt depuis le 16 mars. Pour les autres banques, il est possible de demander un report de 6 mois de vos échéances d'emprunt sans frais. Donc, après, il y a quand même pas mal de banques qui ont joué du jeu à ce niveau-là pour les emprunts professionnels et qui ont automatiquement reporté de 6 mois leurs échéances. Si ce n'est pas le cas, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer en fait une demande à la banque. Il y a un formulaire qui est disponible pour demander directement à votre banque de reporter de 6 mois les échéances d'emprunt sans frais. Normalement, elles sont censées l'accepter. Et donc, ensuite, je vous ai mis les demandes, enfin, le numéro du coup de la BPI si du coup vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Donc, la marche à suivre, donc pour tout ça, c'est quand même tout d'abord de contacter votre banquier. Donc, c'est la personne qui, on va dire, la mieux placée pour répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations en termes de financement, tout ça, c'est quand même lui qui est le mieux placé. Pour le prêt garanti par l'État, d'ailleurs, il faut d'abord s'adresser à sa banque pour ensuite demander l'accord à la BPI. Donc, c'est quand même mieux de voir d'abord avec votre banquier, d'essayer de trouver des solutions de financement. Ensuite, se tourner vers la BPI, bien sûr, pour la garantie d'emprunt, comme on l'a vu. Il y a plusieurs emprunts qui sont garantis par la BPI. Mais aussi, vous pouvez solliciter un emprunt directement auprès de la BPI. Si, malgré toutes ces mesures de financement, vous n'arrivez pas à trouver, vous n'avez pas d'accord de financement ou de prêt, il est possible de contacter le médiateur du crédit pour essayer de trouver un arrangement par rapport à la situation. Si vous ont refusé, par exemple, un prêt garanti par l'État alors que vous pensez rentrer dans les critères, c'est possible de le contacter, le médiateur, pour essayer de trouver une solution par rapport à tout ça. Donc voilà. Karine, oui. Nous avons une question, je pense qu'il est nécessaire d'y répondre à l'oral. On a Oui. Pierre qui nous demande quelle est la différence entre le PGE, prêt garanti par l'État, et le prêt à tout de la BPI. Alors, la différence, c'est le montant. Alors, je suis d'accord, dans les deux cas, il y a un différé de 12 mois.
Dans les deux cas, il n'y a pas de. Enfin, le prêt à tout, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de sûreté. Il n'y a pas de sûreté, mais ce n'est pas forcément garanti par l'État, alors que le PGE est quand même garanti par l'État. Donc là, il y a une différence. Et après, principalement, la grosse différence, ça va se jouer sur le montant. Le prêt à tout, on peut demander entre 50 000 et 5 millions d'euros. Le prêt garanti par l'État, c'est un maximum de 25% du chiffre d'affaires. Donc, en fonction du chiffre d'affaires, je ne sais pas, ça dépend après du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais si il est faible, par exemple celui de 2019, il est peut-être plus intéressant de demander un prêt à tout pour obtenir un montant plus important plutôt que le prêt garanti par l'État. Donc il y a ça, et le prêt à tout, il faut avoir un bilan d'au moins 12 mois, ce qui n'est pas le cas pour le prêt garanti par l'État. Par exemple, si vous avez créé courant 2019, vous ne pourrez pas demander le prêt à tout parce que vous n'avez pas 12 mois, vous n'avez pas un bilan avec 12 mois d'activité dessus. Donc, dans ce cas-là, il faudra se tourner plutôt vers le prêt garanti par l'État. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, Et oui, cette merci. fois-ci, on nous demande qu'en est-il du prêt résistance? Résistance, Alors, il est nouveau pour moi, celui-là, je ne connais pas. ouais, moi non plus, je ne connais pas celui-là. Si la personne qui a posé la question peut nous en dire plus. Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler, mais Non plus. Véronique, je ne sais pas si Véronique a son micro. Véronique, vous nous entendez? C'est la région, elle nous dit. la région. Mais elle n'a pas de micro. D'accord. Ah. Un PTZ, nous dit Corinne. C'est peut-être le prêt. Alors, nous, on a entendu parler d'un prêt full rebond digital. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là dont elle parle. À taux zéro. Le pré-Covid résistance. Il faudrait que je regarde. Celui-là. Je mets le lien dans le chat si Florent il veut jeter un coup d'œil. Ouais, on va regarder. Puis, on donnera des réponses si on peut. Si on peut. Désolée, celui-là, j'en ai pas entendu parler. En tout cas, peut-être qu'on parle de. C'est peut-être celui auquel je pense, mais j'en suis pas certaine. Ça, on regardera. Florent, je te laisse jeter un œil. Merci. Du coup, c'était tout bon. Parce que je vois pas les questions. Hein. Je sais pas. Oui, on continue. Ok, merci. Donc, après avoir vu du coup tout ce qui est financement, nous allons parler du coup de tout ce qui touche aux aides directes. Donc, tout d'abord, la grande question que de nombreuses personnes se sont posées, c'est suis-je obligé de continuer à travailler? Donc, bien sûr, le gouvernement appelle à la responsabilité civique des entreprises pour essayer de poursuivre leur activité au maximum si c'est possible, pour essayer de maintenir un semblant d'économie française. Donc, il faut essayer de continuer à la faire tourner au maximum. Donc, le gouvernement a demandé donc, de fermer les établissements recevant du public, sauf les commerces alimentaires, comme vous le savez, principalement, et de privilégier le télétravail pour tous ceux qui peuvent se mettre, exercer leur activité en télétravail, bien évidemment. Si ce n'est pas possible de faire du télétravail et si ce n'est pas non plus possible d'aller travailler, si ce n'est pas possible de faire du télétravail, il faut essayer d'aller travailler. Si, bien sûr, il n'y a pas de danger et si l'employeur a mis en place les gestes barrières. Donc, pour rappel, si vous allez travailler sur votre lieu de travail, il y a quand même des attestations à remplir. Donc, il y en a un de l'employeur pour ses salariés pour du coup leur déplacement quotidien pour aller sur un lieu de travail, et il y en a aussi une qui est à remplir tous les jours pour aller du coup, se déplacer et aller travailler. Donc voici pour cette question-là. Ensuite, il y a l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfants. Donc, beaucoup de personnes, bien sûr, après la fermeture des écoles, des crèches, doivent garder leur enfant. Donc, c'est possible dans ces cas-là, ils ont mis en place un arrêt exceptionnel pour garde d'enfants, l'arrêt dérogatoire. De nombreuses personnes connaissent et il y en a beaucoup qui ont eu du coup recours à cet arrêt de travail.
Donc, c'est un parent par foyer. Donc, c'est pour chaque enfant, un parent peut faire un arrêt de travail dérogatoire. La durée, elle va de 1 à 21 jours et donc il est possible de le reporter, d'allonger la durée jusqu'à la fin du confinement et la réouverture des écoles. Et ça concerne du coup des enfants qui ont moins de 16 ans, moins de 18 ans s'ils sont handicapés. Il faut qu'il n'y ait aucune autre solution de garde et il ne faut pas que le télétravail soit possible. Donc, quelqu'un qui fait du télétravail ne peut pas demander l'arrêt dérogatoire pour garde d'enfant. Donc, on sait que ce n'est pas très logique, que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de garder leur enfant en même temps qu'ils travaillent à la maison. Mais pourtant, ça fait partie des conditions de cet arrêt dérogatoire. Donc, si le télétravail est possible, vous ne pouvez pas, normalement, vous n'avez pas le droit à cet arrêt dérogatoire pour garde d'enfant. Il n'y a pas de carence, donc normalement en arrêt de travail, il y a 3 jours de carence. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas ces 3 jours de carence. Vous êtes indemnisé par la Sécu à hauteur de 50% tout de suite, dès le premier jour. Et dernièrement, ils ont rajouté une mesure, c'est le maintien de salaire, quelle que soit la durée d'ancienneté du salarié. Donc votre employeur, en fait, l'employeur doit maintenir le salaire de son salarié. Donc la Sécu paye 50%, l'employeur normalement maintient à hauteur de 90% pendant un mois. Donc les 40% qui restent, il doit le maintenir quelle que soit l'ancienneté du salarié. Normalement, c'est à partir de 1 an d'ancienneté, mais là, ils ont rajouté cette condition pour tout le monde. Donc, quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'employeur maintient à hauteur de 90%. Et après, du coup, en complément, bien sûr, de cet arrêt de travail dérogatoire, il y a le chômage partiel. Donc, le chômage partiel, c'est bien évidemment pour tous ceux qui ont du coup connu une fermeture administrative, qui ne peuvent pas faire travailler leurs salariés ou qui ont eu une baisse d'activité, donc ne peuvent pas donner suffisamment de travail à tous leurs salariés. Donc, ça ne concerne les salariés, ça concerne, attention, ça ne concerne pas les assimilés salariés. Donc, tous les présidents, par exemple, de SAS ne sont pas concernés par le chômage partiel. Ça reste comme d'habitude, on va dire, les assimilés salariés n'ont pas le droit au chômage. Donc, il faut avoir une fermeture ou une baisse d'activité. Il faut faire du coup, la demande auprès de la directe. Et ce chômage partiel, donc, l'avantage, c'est que le salarié va être payé. Donc, la directe prendra en charge 70% du brut. Ça donne un maintien de salaire à 84% du net. Donc, l'employeur, il va payer le salarié. Donc, il va faire une avance. Et il sera ensuite remboursé par la directe de ce montant-là. Donc, cette indemnité, elle n'est pas soumise à cotisation, donc il n'y a pas de cotisation à payer là-dessus. C'est en fait une avance de trésorerie à faire de 84% du net qui est ensuite remboursée par la directe si la demande d'aide, la demande de chômage partiel est acceptée, bien évidemment. Pour l'instant, la directe accepte quasiment toutes les demandes de chômage partiel. En tout cas, nous, on n'a pas encore vu de refus. Donc voilà pour les 3 options qui s'offrent, on va dire, aux employeurs pour leurs salariés. Ensuite, il y a au niveau des aides le fonds de solidarité. Donc ça, c'est la fameuse aide de 1 500 € qui est versée et qui concerne les entreprises. C'est le fonds de solidarité. Donc il y a plusieurs conditions à respecter pour bénéficier du versement de ce fonds. Donc, il faut avoir un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice imposable auquel on ajoute les rémunérations du gérant, du dirigeant, qui soit inférieur à 60 000 € et un effectif inférieur à 10 salariés. Il faut que l'activité ait démarré avant le 1er février 2020. Et donc là, j'ai mis à jour parce qu'il y avait du coup cette aide de 1 500 € était déjà valable pour le mois de mars et a été reconduite pour le mois d'avril. Donc, sensiblement, c'est les mêmes conditions à respecter. La seule différence, c'est au niveau des baisses de chiffre d'affaires. Donc pour avril, il faudra avoir eu une baisse de chiffre d'affaires de 50% en comparant avril 2020 par rapport à avril 2019 ou en comparant avril 2020 avec la moyenne mensuelle de chiffre d'affaires de l'année 2019. Parce qu'en fait, ils ont mis ça en place parce que parfois, certains étaient désavantagés parce que, par exemple, en mars, je prends l'exemple du mois de mars,
en mars 2019, ils n'avaient rien facturé, manque de bol, ils facturaient un mois sur deux et du coup, ils se retrouvaient pénalisés par rapport à cette aide parce qu'ils ne pouvaient pas en bénéficier. Du coup, ils ont mis en place ces deux possibilités, donc soit baisse de 50% en comparant avril et avril, soit en comparant avril avec le chiffre d'affaires mensuel moyen. Donc normalement, il devrait y avoir plus de personnes qui devraient pouvoir en bénéficier en avril, sachant que là, le mois d'avril n'est pas du tout travaillé. En théorie, ça devrait concerner plus de monde. Il devrait y avoir moins de monde qui soit exclu de cette aide, on va dire. Donc l'aide, comme je ne sais pas si certains l'ont déjà fait, ils doivent le savoir, c'est à faire sur l'espace impôt.gouv particulier. Avant, du coup, celle pour le mois d'avril, elle sera ouverte début mai, elle sera faire avant le 31 mai. Donc, c'est sur l'espace sur lequel vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu. Et donc, une fois que cette demande est faite, généralement, il faut compter une semaine et les 1 500 € sont versés. C'est sur le compte bancaire de l'entreprise. Et c'est une aide par entreprise. C'est bien une aide qui est versée aux entreprises, ce n'est pas une aide par gérant. Donc voilà pour l'aide de 1 500 €. Ensuite, il y a une aide qui vient compléter cette aide de 1 500 €, c'est l'aide de 2 000 € régionale. Elle se cumule du coup avec celle de 1 500 €, mais il y a quand même quelques conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier qui sont un peu dures à remplir, on va dire. Elles sont donc réservées aux entreprises qui emploient au moins un salarié. Donc toutes les personnes qui sont à leur compte et qui n'ont pas de salarié, ils ne peuvent pas avoir cette aide complémentaire. Il faut que l'entreprise ne puisse pas faire face à ces échéances dans les 30 jours à venir et il faut qu'ils n'aient pas pu obtenir un prêt de trésorerie auprès de leur banque. Donc, si on arrive à justifier tout ça, on a le droit à l'aide complémentaire de la région de 2 000 €. Et cette aide, on peut en faire la demande depuis le 15 avril. Ensuite, pour compléter du coup ce fonds de solidarité, il y a une aide exceptionnelle de l'URSSAF, de l'URSSAF PACA, qui a été mise en place. C'est une aide qui vient compléter tous ceux qui n'auraient pas pu bénéficier de l'aide de 1 500 € du mois de mars. Donc cette aide, elle va entre 500 et 1 000 €. Donc comme condition à respecter, donc il ne faut pas avoir bénéficié du fonds de solidarité. Donc, par exemple, il y a pas mal de professions libérales qui n'ont pas pu en bénéficier parce qu'ils ont des décalages de trésorerie au mois de mars. Et donc, eux, ils peuvent, par exemple, bénéficier de cette aide de l'URSSAF. Donc, il faut être affilié avant le 1er janvier 2020 à l'URSSAF et avoir fait au moins un versement de cotisation auprès de l'URSSAF. Il faut être à jour des cotisations au 31 décembre. Et donc, après, il faut remplir juste un formulaire et l'envoyer directement sur le site du groupe de l'URSSAF. Il y a des formulaires de contact pour contacter directement l'URSSAF et vous envoyez tout ça. Vous pouvez demander cette aide à l'URSSAF si vous n'avez pas pu bénéficier du fonds de solidarité de 1 500 €. Ensuite, on a toutes les aides locales. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie a mis en place un fonds d'urgence départemental. Donc, c'est une avance de trésorerie remboursable. C'est pas un prêt avec des intérêts, tout ça, c'est vraiment une avance de trésorerie que vous rembourserez plus tard. Les conditions, c'est donc d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, d'avoir moins de 20 salariés et d'avoir créé son entreprise ou sa société depuis au moins 6 mois. Elle peut aller, alors elle est entre 4 000 et 10 000 €, c'est le montant de l'avance de la Chambre de commerce. Et ça va dépendre de la perte de chiffre d'affaires. Donc, minimum, il faut avoir perdu 50% de chiffre d'affaires sur un mois. Donc, en fait, quand vous faites la demande, vous pouvez choisir un mois. Donc, c'est soit janvier, soit février, soit mars, je crois. Bon, avril, pour l'instant, on ne peut pas encore le choisir parce qu'il n'est pas fini. Et vous comparez avec le mois précédent. Donc, il faut voir quel pourcentage de perte vous avez eu. Bon, généralement, c'est sur mars. Entre 50 et 60% de perte, vous pouvez demander 4 000 € d'avance. Entre 60 et 75%, vous pouvez demander 7 500 € d'avance. Et entre 75 et 100% de perte de chiffre d'affaires, vous pouvez demander 10 000 € d'avance auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, cette demande, il y a un formulaire à remplir et vous pouvez la faire sur le site de la CCI.
Et enfin, on a du coup l'aide au paiement des loyers. Donc ça, c'est une aide, c'est une subvention de la métropole Nice-Côte d'Azur qui du coup sert à aider à payer les loyers. Donc il y a quelques conditions à remplir là encore. Il faut bien évidemment avoir son siège social dans la métropole de Nice-Côte d'Azur. Il faut avoir subi une fermeture administrative, donc la société doit être concernée par la liste des établissements qui sont obligés de fermer. Le chiffre d'affaires 2019 doit être inférieur à 250 000 euros. Ou si vous avez créé après le 1er janvier 2019, le chiffre d'affaires moyen mensuel doit être inférieur à 21 000 euros. L'effectif salarié doit être inférieur à 5. Il faut avoir au minimum 3 mois d'existence et être à jour de ses cotisations sociales. Et donc, dans ce cas-là, si vous respectez les conditions, vous avez le droit à une prise en charge de toute une partie du loyer par la métropole. Donc ça, c'est sous forme de subvention, c'est non remboursable. Et maximum, c'est 500 euros de loyer par mois. Voilà pour du coup les aides au niveau local. Et on a quasiment fini. Donc attention quand même aux arnaques. Il y a quand même pas mal de mails qui circulent, qui se rapprochent. Tout à l'heure, je parlais du fonds de solidarité des 1 500 euros. Il y a des mails qui partent, qui vous demandent des informations pour bénéficier de ce fonds. Il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaques qui circulent en ce moment. Il ne faut surtout pas envoyer des informations de chiffre d'affaires mars 2019, mars 2020, votre SIRET, tout ça, ce sont des arnaques. Donc faites quand même attention aux mails que vous pourriez recevoir en cette période. Il y en a. Voilà, écoutez, moi j'ai fini. Donc, Pépite, on est là. Hein. Donc, si vous avez des questions, alors, je pense que vous en avez posé une bonne partie, mais n'hésitez pas si vous voulez que je réponde à l'oral. Je ne sais pas, Florent. On a répondu à pas mal de questions. On en a une dernière. Moi, je remercie Magali, bonne journée. Frédéric qui nous dit « Je suis profession libérale et apparemment, je n'aurai pas droit à l'aide pour le paiement des loyers de la métropole, ni au fonds d'urgence départemental. » Pourquoi? Ouais, Frédéric, si vous pouvez nous dire pourquoi vous n'y auriez pas droit. Parce que pour moi, il y aurait le droit au fonds d'urgence. Les professions libérales, elles ne sont pas exclues du fonds d'urgence. Je vais peut-être remettre Elle a dit pas de salariés. Non, c'est Cécile Monniot qui a dit pas de salariés. Mais peu importe en fait. Pour moi, le fonds d'urgence, les professions libérales, vous y avez quand même le droit. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous n'y aurez pas le droit. S'il y a des conditions. Pas d'infos, Frédéric. A-t-on le droit à l'aide au paiement de la CFE, même si on ne le paie pas mensuellement? Alors, du coup, on verra au mois de décembre. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie de trésorerie et du coup, la sortie de trésorerie ne peut pas être reportée. Donc, on verra à ce moment-là. Un dirigeant non salarié a-t-il le droit au chômage partiel? Non. Non salarié? Ouais, non salarié, Internet. Non. Non, ça, les travailleurs non salariés n'ont pas le droit. Du coup, j'ai l'impression que c'est terminé au niveau des questions. C'est tout bon. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir directement avec votre micro, peut-être. Mais je pense que ouais, vous avez formé un binôme de choc. On va essayer. Merci à l'équipe de Pépites. Alors juste, il y en a une dernière avant qu'on se quitte. Il y a Delphine qui nous dit pour l'aide exceptionnelle de l'URSSAF. Pour le mois de mai, on attend, c'est ça? Oui, on attend. En fait, les décrets, ils sortent au fur et à mesure. Du coup, on essaiera de diffuser. Alors, je vais vous mettre un lien à tous vers notre page LinkedIn. On publie régulièrement du contenu sur ce qui se passe. Donc, je vous invite à nous suivre. Au moins, vous aurez toutes les infos. Hop, je vais vous le coller tout de suite.
Et ensuite à essayer de suivre notre page Livestorm sur laquelle on a pas mal de webinars, comme on le disait en début de séance, pour que vous puissiez être au courant et pourquoi pas aller sur d'autres supports aussi qui pourraient vous intéresser pendant le confinement. Donc, je vous colle ça tout de suite. Laurent, pendant que tu parlais, il y a Vincent qui a une question. Lorsqu'on bénéficie des allocations chômage, mais qu'on a une perte de chiffre d'affaires de 50%, peut-on bénéficier d'une aide? Il me semble que tu as eu le cas là-dessus. Le fonds de solidarité Ouais. Et tous les crédits aussi. et tous les financements, ouais, prêts garantis par l'État, tout ça. 50%, ouais, le fonds de solidarité pour le mois de mars, en tout cas, s'il y a eu 50%, c'est possible d'avoir les 1 500 €, malgré qu'il y ait du chômage, en fait. Des allocations chômage. Ok. Il n'y a pas de mesure qui disait qu'on n'avait pas le droit aux deux en même temps, quoi. Pardon, Karine, je vais parler en même temps. Je n'ai pas entendu. Je dis qu'il n'y avait pas de mesure qui disait qu'on n'avait pas le droit de toucher du chômage et d'avoir le droit au fonds de solidarité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Je pense que ça doit être quelqu'un qui vient de se lancer et donc qui touche des allocations chômage. Mais malgré tout, oui, c'est quand même possible d'avoir le fonds de solidarité. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, je vous remercie à vous tous d'avoir été présents, à tous les participants. Merci beaucoup à l'équipe de Pépite, à Karine et Florent pour leur disponibilité et puis pour l'animation de ce webinar. Vincent nous remercie, donc c'est bon, il a eu la réponse. Et Mélanie confirme en plus. Bon, bah, tout fini. Bon, bah, c'est bien, on dit pas trop de bêtises. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent ou quoi, n'hésitez pas, je ne sais pas, peut-être Florent peut laisser son email ou pour qu'ils puissent vous contacter si jamais ils ont d'autres questions qui leur trottent dans la tête. Ah bah, du coup, je vous invite directement à m'ajouter sur LinkedIn. Ce sera peut-être plus simple. Hop, voilà mon nom. Je suis sur LinkedIn, vous n'hésitez pas à m'ajouter. Vous avez aussi Karine. Hop, je vous mets son nom. Comme ça, vous avez tout. Bon. Eh bien, parfait. Hop. Tu l'as mis, Florent? Ah non, pas encore, hein, tu es en train. Je laisse non, j'ai écrit en privé à quelqu'un, pardon. C'est des cachotteries. Hop. Ouais, je me disais, je n'ai pas vu non plus. Désolé. Non, mais ça ne met pas de... Attends. Ah oui, d'accord, les noms et les prénoms s'ajoutent sur LinkedIn. Ok, nickel. Ah, on a Frédéric Carès, du coup, qui nous dit c'est la CCI qui m'a dit que je n'avais pas droit au fonds d'urgence départemental. Désolé, le micro ne marche pas. Pour rappel, Frédéric, c'est la profession libérale, je fais l'historique. Ouais. Mais il nous disait qu'il était en profession libérale, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de remonter la conversation. Hop. Je suis en profession libérale, apparemment, je n'ai pas le droit à l'aide au paiement des loyers de la métropole ni au fonds d'urgence départemental. Et donc là, il nous donne plus d'infos en nous disant que c'est la CCI qui lui a dit qu'il n'avait pas le droit au fonds d'urgence départemental. Moi, je serais vous, Frédéric, je déposerai quand même un dossier. Vous n'avez rien à perdre. Ouais, parce que pour moi, il n'y a pas d'exclusion pour les professions libérales, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Moi aussi, je tenterai quand même le coup. Ouais, moi, je tenterai le dossier quand même. Enfin, à moins que ce soit la perte de chiffre d'affaires qui ne soit pas suffisamment importante. Ouais. Ne faut-il pas toucher une allocation en dessous de 800 € pour en bénéficier? Alors ça, c'est par rapport aux indemnités journalières de la Sécu. En mars, si vous avez touché plus de 800 € d'indemnités journalières de la Sécu, vous n'avez pas le droit au fonds de solidarité. Mais ce n'est pas incompatible avec Pôle emploi. Ouais. Oui, ça n'a rien à voir avec les allocations chômage. Il y a aussi, si vous avez un contrat de travail à temps complet, vous n'avez pas le droit à l'aide de 1 500 €. C'était les deux. Ah, on a Frédéric, du coup. Il faut être inscrit au RCS, artisan ou agriculteur, ce qui n'est pas mon cas. Ça me paraît contre. C'est pas logique en fait, la réponse que vous avez eue, Frédéric. Peut-être que c'est le cas, mais il n'y a pas de logique derrière. Du coup, moi, je poserai un dossier. Ça va vous prendre 10 minutes à faire le dossier et peut-être que vous aurez le droit à l'aide.
tentez-le. Ouais. Ok. Bon, et puis Un Frédéric, Frédéric, un micro-entrepreneur, pas forcément exclu non plus, il n'est pas inscrit au RCS. Non, pour moi, il n'y a pas vraiment de sens. Donc. c'est bon, il va tenter de déposer un dossier. Super. Question, les adresses pour les dossiers, pour l'interrogation. Ça, c'est sur les sites. Je peux les mettre si vous voulez. Je les mets. Je mets les liens. Merci beaucoup. Il y a Karine qui vous met les liens du coup dans le chat. Barbara, bonjour. Pour calculer le CA moyen de 2019, le montant est à diviser par 11 mois ou 12? 12 mois. Ok, super. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si jamais il y a plus de questions, donc on vous invite à aller sur le LinkedIn de Florent et de Karine pour poser vos questions directement. Si jamais vous n'avez pas de LinkedIn ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à repasser par les équipes de l'UPE et puis on transmettra le message. La visio est enregistrée, donc elle sera dispo sur le site de l'UPE 06. Si jamais vous souhaitez en parler autour de vous ou le diffuser à des amis entrepreneurs. Et puis, dernière chose, n'oubliez pas que Pépite organise de très nombreux webinars. Donc, du coup, je ne sais pas, Florent, si on peut remettre une dernière fois le lien, peut-être. Ah bah voilà, tu l'avais remis là à 15h10. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir, il y a de nombreuses thématiques qui sont traitées. Ce sont des webinars gratuits, donc vous êtes les bienvenus pour y participer. Et encore merci aux équipes de Pépite. Je vous souhaite un bon après-midi à tous et je vous dis à bientôt. À bientôt, bon après-midi. Ciao.